bienvenue à cette nouvelle exploration philosophique. Aujourd'hui, on plonge dans un texte majeur du XXe siècle. Les investigations philosophiques de Ludwig Wittgenstein. Ah oui, un monument. Pas toujours facile d'accès d'ailleurs. Justement, pour nous guider, on a plusieurs choses. La préface de Wittgenstein lui-même, bien sûr, des extraits importants du texte, et aussi quelques notes des éditeurs qui sont assez éclairantes sur la fabrication du livre et sa traduction. C'est une bonne approche. Notre but, c'est un peu de défricher ensemble quelques idées clés, sa méthode aussi, qui est si particulière. On va parcourir ces fragments un peu comme un paysage, quoi. Oui, un paysage intellectuel fascinant, mais pas toujours linéaire, et c'est important de le dire d'emblée. Ce livre, comme Wittgenstein le dit dans sa préface, ce n'est pas un traité bien ordonné. Il le compare lui-même à un album. Un album. Oui, un album d'esquisses, de remarques accumulées pendant presque 16 ans. Il dit qu'il avait espéré au début une progression plus naturelle, plus lisse, mais il a fini par accepter cette forme fragmentée. Peut-être que ça reflète mieux sa pensée finalement. Et il était inquiet aussi, non? D'être mal compris. Ah oui, et très. Il mentionne dans la préface sa préoccupation, voire son agacement, face aux interprétations erronées de ses idées qui circulaient déjà de son vivant. Cette image de l'album, elle est intéressante. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher une seule grande théorie bien ficelée. Exactement. C'est plutôt un réseau d'idées, de chemins de pensée qui s'entrecroisent. Ça demande une lecture peut-être plus patiente. Il faut accepter de se perdre un peu, de revenir en arrière. C'est un peu ça, oui. Et d'ailleurs, les notes des éditeurs sur comment le texte a été établi, elles montrent bien cette complexité. Ils parlent par exemple d'un manuscrit tardif, le MS 144, Ah oui. où il semblait vouloir retravailler la fin de la première partie, mais il ne l'a jamais fait. Donc l'œuvre reste d'une certaine manière ouverte. Et puis, il y a la traduction. Traduire Wittgenstein, c'est un défi en soi, non? Oh là oui, c'est notoirement difficile. Les éditeurs donnent des exemples concrets dans leurs notes. Oui, j'ai vu ça. Des nuances qui se perdent facilement. Rendre manche, qui veut dire certain, par beaucoup, ou un vol, probablement, peut-être bien, qui devient sans doute trop catégorique. C'est ça. Ou des problèmes avec les articles. L'allemand utilise un défini là où l'anglais mettrait un indéfini, et ça peut changer subtilement le sens. C'est assez ironique quand on pense que toute sa philosophie tourne autour du langage et de ses pièges. Tout à fait. Chez lui, chaque mot compte, vraiment. Une petite nuance et hop, on peut partir sur une mauvaise piste. Ça nous rappelle d'entrée de jeu l'importance qu'il accorde au fonctionnement réel de notre langue, pas à une version idéalisée. Bon, alors allons-y. Plongeons dans ce fonctionnement. Une de ses premières cibles, c'est une vision du langage qu'il trouve trop simple, qu'il associe à Saint-Augustin. L'idée que, en gros, les mots sont des noms de choses. Apprendre une langue, c'est apprendre ses noms. Oui, la vision étiquette. Chaque mot correspond à un objet. Il prend l'exemple célèbre de la personne qui va chez l'épicier avec un mot sur un papier. 5 pommes rouges. Oui, l'épicier lit, il va chercher les pommes. Il ouvre le tiroir marqué « pommes », puis il regarde la couleur, il compte jusqu'à 5. Ça marche, non? Ça semble confirmer l'idée. Justement, Wittgenstein nous dit « Attention, ça, c'est un type d'usage du langage, un jeu particulier. Mais c'est loin d'être le seul, et ce n'est peut-être même pas le plus fondamental. Cette vision nommer les choses est bien trop étroite. » C'est là qu'il introduit son concept clé. Exactement, le fameux concept de jeu de langage. Pour lui, ce terme recouvre non seulement les mots, mais aussi les actions, les contextes dans lesquels on les utilise. C'est l'ensemble qui forme le jeu. Donc, un jeu de langage, c'est pas juste parler, c'est tout le paquet. Les mots, les actions, la situation. C'est tout à fait ça. Ça peut être des choses très simples, comme les premiers mots qu'un enfant apprend en interaction, ou les ordres sur un chantier, dalle, colonne, ou des systèmes beaucoup plus complexes, bien sûr. L'idée principale, c'est la diversité. Il y a une multiplicité incroyable de jeux de langage. Il utilise une comparaison parlante, je crois. Oui, celle de la boîte à outils. Dans une boîte à outils, il y a un marteau, un tournevis, une scie, de la colle. Chaque outil a une fonction différente. Et les mots, c'est pareil. C'est pareil, les mots ne servent pas tous à nommer. Certains servent à commander, d'autres à décrire, à poser une question, à raconter une histoire, à remercier, à saluer, à prier. La liste est quasi infinie. Et ces jeux, ils sont pas séparés de nos vies. Ils sont tissés dans nos activités, nos pratiques, ce qu'il appelle nos formes de vie.
Le langage fait partie de notre manière de vivre. D'accord. Et ça change aussi la façon dont on pense l'apprentissage du langage, notamment l'idée de montrer les choses en les nommant, l'enseignement ostensive. Oui, montrer du doigt en disant le mot. Ça semble la base, non? On montre une table, on dit table. Ben oui. Mais Wittgenstein, là encore, il complique un peu les choses. Il montre que l'ostension seule, ça ne suffit pas. Comment ça? Imaginez, je pointe un crayon du doigt et je dis «touve». Comment l'autre personne sait si touve, c'est le nom de cet objet spécifique, ou si c'est le mot pour crayon en général, ou pour jaune, ou pour un seul objet, ou même pour pointer du doigt? Je vois. L'acte de montrer est ambigu en soi. Exactement. Pour que la définition ostensive marche, il faut que celui qui apprend comprenne déjà le rôle que ce mot va jouer, la catégorie en quelque sorte. Il faut qu'il soit déjà un peu initié au jeu. Si je montre un bout de papier rouge, et que je dis rouge, il faut déjà comprendre qu'on parle de couleur et pas de la forme du papier ou de sa texture. Ah oui, c'est subtil mais crucial. Montrer ne suffit pas à fixer le sens si on ne sait pas quel type de jeu on est en train de jouer. Tout à fait. Et ça nous conduit directement à une des idées les plus radicales et les plus célèbres des investigations. Laquelle? L'idée que la signification d'un mot, ce n'est pas l'objet qu'il représente. Ce n'est pas non plus une image mentale qu'on aurait dans la tête, ou une espèce d'atmosphère qui accompagnerait le mot. Alors c'est quoi alors? C'est son usage dans le langage, son emploi. Il a cette phrase très forte, Wittgenstein. Pour une grande classe de cas, on peut expliquer ce mot signification ainsi. La signification d'un mot, c'est son emploi dans le langage. L'usage. Donc le sens, c'est ce qu'on fait avec le mot, dans différentes situations, différents jeux. C'est ça. C'est une révolution par rapport à l'idée traditionnelle d'un sens fixe attaché au mot comme une étiquette. Le sens est dynamique, il dépend du contexte, de l'action. Il reprend une idée de Fred Genon sur le contexte. Oui, il s'inspire du principe de contexte de Frege, qui disait qu'un mot n'a de sens que dans le contexte d'une proposition. Wittgenstein élargit ça, un mot n'a de sens que dans le flux de la vie, dans un jeu de langage. Prenez le mot « est ». Si je dis « le ciel est bleu », c'est une attribution de propriété. Si je dis « 2 et 2 est 4 », c'est un signe d'égalité. Si je dis « Paris est la capitale de la France », c'est une identité. C'est le même mot, mais 3 usages, 3 significations complètement différentes. Voilà, c'est l'emploi qui fait tout. Mais alors, si on ne peut pas définir les mots par une essence unique, comment on fait avec nos concepts généraux, comme « je » par exemple, ou « nombre », ou même « langage ». On a l'impression de savoir ce que c'est, mais si on essaie de trouver la définition qui couvre tout... C'est très difficile, voire impossible. Et c'est là que Wittgenstein introduit une autre image très utile, celle des aires de famille. Les aires de famille. Comme dans une vraie famille? Exactement. Pensez aux jeux. Qu'est-ce qui est commun à tous les jeux? Les jeux de société, les jeux de bal, les jeux olympiques, les jeux de hasard, les jeux d'enfants. Certains ont des règles, d'autres moins. Certains sont compétitifs, d'autres pas. Certains amusent, d'autres sont sérieux. C'est difficile de trouver un point commun à tous. Précisément. Wittgenstein dit « Arrêtez de chercher l'essence commune. Regardez plutôt le réseau compliqué de similitudes qui se chevauchent, comme dans une famille. L'un a le nez du père, l'autre les yeux de la mère, un troisième la démarche du grand-père. Il n'y a pas un trait commun à tous, mais une série de ressemblances partielles qui les relient les uns aux autres. Nos concepts fonctionnent souvent comme ça. Ils forment une famille. C'est une idée assez libératrice, en fait. On n'est plus obligé de chercher la définition parfaite qui enfermerait tout. Tout à fait. Ça nous affranchit de cette quête un peu obsessionnelle de l'essence unique. Et ça a des conséquences très importantes quand il aborde une autre question centrale. Qu'est-ce que ça veut dire suivre une règle ? Suivre une règle, comme une recette de cuisine ou le code de la route ou une instruction mathématique. L'image simple du poteau indicateur. En général, on sait comment le suivre, on va dans la direction indiquée. Oui, c'est évident. Mais est-ce si évident ? Dit Wittgenstein. On pourrait imaginer d'autres règles, aller dans le sens opposé de la flèche, ou tourner autour du poteau, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on suit la règle correctement ? Bonne question. Ce n'est pas juste d'avoir compris la règle dans sa tête. Pas seulement, parce que, dit-il, n'importe quelle action peut être rendue compatible avec une règle donnée, si on interprète la règle d'une certaine façon. Et n'importe quelle règle peut être interprétée de multiples manières.
L'exemple le plus connu, c'est celui de l'élève à qui on apprend à ajouter 2. Il écrit 2, 4, 6, 998, 1000, et là on lui demande de continuer et il écrit 1004, 1008, 1012. Ah oui, il a suivi une autre règle en fait, qui coïncidait jusqu'à 1000. Voilà. Alors, comment savoir s'il avait compris la règle plus 2 ou s'il suivait une règle du type plus 2 jusqu'à 1000, puis plus 4? Ces actions passées étaient compatibles avec les deux. Comment on tranche alors? Qu'est-ce qui détermine la bonne application de la règle? Eh bien, pour Wittgenstein, le point crucial, c'est que suivre une règle, ce n'est pas d'abord un processus mental caché, une interprétation privée qu'on se ferait dans sa tête. C'est avant tout une pratique, une coutume, une technique apprise et partagée au sein d'une communauté. C'est quelque chose qu'on fait. Une pratique sociale? Oui, on apprend à additionner, à jouer aux échecs, à suivre une indication, et une fois qu'on maîtrise la technique, on l'applique, comme il dit, aveuglément, sans avoir besoin de rejustifier ou de réinterpréter à chaque étape. Ça devient une seconde nature, ancrée dans nos actions communes. Et c'est la conformité à cette pratique partagée qui dit si on suit la règle correctement. En gros, oui, la correction vient de la communauté, de l'accord dans les jugements et les actions. Comprendre la règle, c'est savoir participer à cette pratique. Ça change la perspective sur la compréhension alors. C'est moins une affaire privée intérieure. Tout à fait. Et ça nous amène aussi à remettre en question notre idéal d'exactitude. On a souvent l'impression qu'une bonne description, une bonne règle, doit être parfaitement précise, sans aucune zone d'ombre. Alors qu'en réalité, une instruction un peu vague comme rester à peu près par là peut très bien fonctionner. Exactement. L'exigence d'exactitude dépend toujours du but, du contexte. Quand on demande l'heure, on se contente de sa montre, on n'exige pas la précision d'un laboratoire de physique. C'est vrai. Avec ses ambiguïtés, ses contours flous, comme il dit parfois, eh bien, il est en ordre tel qu'il est. Il fonctionne parfaitement pour ce qu'on a à faire avec. Donc la philosophie n'a pas à le corriger ou à chercher une sorte de langage idéal, une logique parfaite cachée derrière. Surtout pas. C'est justement cette quête d'une essence logique cachée, d'une structure parfaite sous-jacente, qui, selon lui, est la source de nombreuses confusions philosophiques. C'est ça qui nous égare. Et cette critique de la recherche d'une intériorité pure ou d'une logique parfaite, elle culmine avec son fameux argument contre le langage privé, c'est ça? Oui, c'est un des passages les plus célèbres et les plus discutés de toute son œuvre, l'argument contre la possibilité d'un langage privé. De quoi s'agit-il exactement? Il pose une expérience de pensée. Est-ce que je pourrais inventer un langage pour décrire mes sensations internes? Une douleur particulière, une humeur, une teinte de couleur vue intérieurement, un langage que seul moi pourrais comprendre. On pourrait imaginer, non? J'ai une sensation bizarre, personne ne sait ce que c'est, je décide de l'appeler Zig juste pour moi. C'est l'idée. Imaginons que j'ai une sensation récurrente que j'appelle S. Et chaque fois que je crois la ressentir, je note S dans un journal intime. Ça semble faisable. Oui, mais, demande Wittgenstein, quel est le critère qui me permet de savoir si j'utilise S correctement à chaque fois? Comment puis-je être sûr que ce que je ressens aujourd'hui et que j'appelle S, c'est bien la même sensation que celle que j'appelais S hier? Mon souvenir? Ma reconnaissance? Mais est-ce que ce sentiment subjectif de reconnaissance est un critère fiable? Wittgenstein dit que non. C'est comme si je voulais vérifier l'heure en regardant ma montre, et pour être sûr, je regarde une deuxième fois la même montre. Ça ne vérifie rien. Ou comme acheter un deuxième exemplaire du même journal pour vérifier une information lue dans le premier. Exactement. Il n'y a pas de procédure de vérification indépendante possible dans ce scénario purement privé. Mon impression subjective ne peut pas servir de règle à elle seule. Donc pour qu'un mot ait un sens, même pour moi, il faut une possibilité de vérifier si je l'utilise bien. Et cette vérification doit avoir une dimension publique ou au moins potentiellement publique. C'est ça, le cœur de l'argument. Pour Wittgenstein, les mots qu'on utilise pour parler nos expériences intérieures, douleur, joie, pensée, intention, on les apprend et on les utilise dans un cadre intersubjectif public. Ils sont liés à des circonstances extérieures, à des comportements observables, à des expressions naturelles. On apprend ce que veut dire avoir mal en voyant les autres se cogner, crier, grimacer, et en apprenant à utiliser le mot douleur dans ces contextes, y compris pour soi-même. Le langage sur l'intérieur est donc ancré dans l'extérieur, dans le comportement, les pratiques sociales. Oui, il est nécessairement ancré là.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérieur, attention. Mais le langage qui en parle tire son sens de ce cadre public. On ne peut attribuer des sensations, dit-il, qu'à un être vivant, qui a un corps, un comportement, une vie. Et cette critique de l'intériorité comme source ultime du sens, elle s'applique aussi à d'autres états mentaux comme comprendre, penser, vouloir. Il ne nie pas qu'on pense ou qu'on comprend. Non, bien sûr que non. Il ne nie pas l'expérience subjective. Ce qu'il attaque, c'est une certaine image philosophique de ces concepts. L'idée que comprendre, par exemple, serait juste un processus mental spécifique, caché, qui accompagnerait l'action. Ou que penser serait un processus désincarné, séparé du langage. Voilà. Ou que vouloir serait un état mental qui cause l'action. Il critique la façon dont la philosophie a tendance à isoler ces mots et à en faire des choses mentales mystérieuses. Pour lui, comprendre, penser, vouloir, se souvenir, ce sont des capacités qui se manifestent dans ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on interagit. Elles sont visibles dans le flux de la vie. Et le langage, d'ailleurs, n'est pas juste un habillage de la pensée. Il dit que c'est le véhicule de la pensée, non? Oui, le langage est le véhicule de la pensée. On pense dans et avec le langage, le plus souvent. Penser n'est pas un processus éthéré qui existerait avant ou sans le langage. C'est une remise en cause assez profonde de notre vision habituelle de l'esprit. Absolument. Et dans la seconde partie de l'ouvrage, qui rassemble des remarques plus tardives, il explore un autre phénomène très intéressant lié à ça, ce qu'on appelle la vision d'aspect. La vision d'aspect. Qu'est-ce que c'est? C'est l'expérience qu'on fait quand on voit quelque chose comme autre chose. La différence entre juste voir cette figure géométrique et soudain y voir un canard. Puis, l'instant d'après, y voir un lapin. Ah oui, l'image classique du canard-lapin. C'est ça. Ou un dessin de cube qu'on voit tantôt par en haut, tantôt par en bas. Ou un simple triangle qu'on peut voir comme une montagne, ou comme une flèche pointant vers le haut, ou comme un objet qui est tombé. C'est qu'à notre perception bascule, en quelque sorte. On voit la même chose, mais on l'interprète différemment. Exactement. Et ce qui fascine Wittgenstein là-dedans, c'est que ce n'est pas juste un changement physique dans l'œil ou le cerveau. C'est lié à nos concepts, à notre imagination, parfois même à notre volonté. On peut décider de chercher à voir le canard plutôt que le lapin. Il se demande ce que ce serait d'être aveugle aux aspects, incapable d'avoir ces expériences de voir comme. Et il suggère que ça pourrait être lié à une difficulté à saisir le sens d'un mot ou à comprendre les métaphores, les sens seconds. Comme quand on parle de voyelles sombres ou claires. Oui, ce genre d'usage un peu poétique ou métaphorique du langage. Ça montre encore une fois à quel point perception, langage et imagination sont complètement entremêlés. Tout ça nous ramène à sa conception de la philosophie elle-même. Si le but n'est pas de bâtir des théories grandioses, qu'est-ce que fait le philosophe selon lui? Le philosophe est une sorte de thérapeute ou peut-être de clarificateur. Sa tâche principale, c'est de nous aider à nous défaire de ce qu'il appelle l'ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre langage. L'ensorcellement, c'est fort comme terme. Oui, il pense que beaucoup de problèmes philosophiques très profonds, qu'est-ce que le temps, l'esprit, la signification, naissent en fait de malentendus sur comment nos mots fonctionnent. Surtout quand on les sort de leur maison, de leur usage ordinaire, et qu'on essaye de leur trouver une essence unique, une définition parfaite. Donc, la philosophie, ce n'est pas découvrir des vérités nouvelles et cachées. Non, c'est plutôt décrire ce qui est déjà là, sous nos yeux, les différents usages du langage. Il dit que la philosophie assemble des rappels à des fins déterminées. Elle nous aide à voir plus clair dans ce qu'on sait déjà, mais qu'on a embrouillé. Obtenir une vue synoptique, il dit ça quelque part. C'est ça, Übersichtliche Darstellung, une vision d'ensemble clair des connexions, des ressemblances et des différences entre nos jeux de langage. Le but ultime, c'est la clarté totale. Une clarté telle que les problèmes philosophiques, Disparaissent. oui, qu'ils se dissolvent complètement, parce qu'on réalise qu'ils venaient d'une confusion sur le langage. C'est pour ça qu'il compare parfois la philosophie à une maladie dont il faut se guérir. Et parfois, la guérison, c'est juste d'accepter que certaines de nos pratiques, certains jeux de langage, sont juste là. Ce sont des phénomènes primitifs, comme il dit. Il ne faut pas chercher à les justifier à tout prix. Ça ne ferait qu'ajouter de la confusion. Bon, si on essaie de résumer très vite, on a vu Wittgenstein critiquer l'idée du langage comme simple liste de noms, mettre en avant les jeux de langage où le sens, c'est l'usage, montrer les limites de l'ostension,
proposer les airs de famille contre les essences, analyser suivre une règle comme une pratique sociale, argumenter contre le langage privé et redéfinir la philo comme une clarification qui vise à dénouer les nœuds linguistiques. C'est à peu près ça? C'est un excellent résumé des grandes lignes, oui. Et ce qui reste peut-être le plus frappant, c'est cette tension qu'il analyse lui-même. D'un côté, il nous dit « Notre langage ordinaire fonctionne très bien, il est en ordre, nos problèmes viennent de nos confusions. » Mais de l'autre, De l'autre, il reconnaît qu'on a cette tendance quasi irrésistible, surtout nous les philosophes peut-être, à vouloir sublimer la logique de notre langage, à chercher une structure idéale, parfaite, une essence cachée derrière les usages de tous les jours. alors la question qui vient, c'est pourquoi? Si notre langage ordinal fonctionne si bien pour communiquer, pour vivre, pourquoi est-ce qu'on est si souvent insatisfait? Pourquoi cette envie récurrente de chercher autre chose derrière, une sorte de vérité plus pure ou plus logique? Ah, ça c'est une excellente question. Et elle reste ouverte, je crois. Elle nous renvoie à notre propre rapport au langage, à la connaissance, peut-être même à une certaine angoisse face au caractère ordinaire, contingent de nos pratiques. Pourquoi cette tentation de croire que le vrai sens doit être ailleurs, caché? Une question profonde en effet, pour terminer notre exploration. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante autour des investigations philosophiques. Ça donne vraiment matière à réfléchir sur notre propre expérience du langage et sur ce qu'on fait quand on pense.